En 1983, une tablette d'argile a été mise au jour sur un site archéologique du sud de l'Irak, répertoriée sous la référence K 3657, conservée dans les archives du sous-sol du British Museum. Endommagée, partiellement détruite, et complètement ignorée pendant 41 ans. Jusqu'à il y a 3 mois, lorsqu'une équipe de chercheurs indépendants a enfin publié sa traduction. Et ce qu'ils ont découvert ne correspond à aucun des mythes de la création qu'on nous a enseignés. Elle décrit un monde qui existait avant l'humanité, avant la civilisation, avant tout ce que nous appelons l'histoire. Et les êtres qui l'habitaient n'étaient pas des dieux, c'était autre chose. La tablette elle-même est à peine intacte. Le tiers supérieur a disparu, le bord gauche est brisé. Il reste 127 lignes de texte cunéiforme, écrites dans un dialecte sumérien qui précède la période d'Uruk d'au moins 600 ans. Cela signifie qu'elle est plus ancienne que le plus vieil écrit sumérien connu. Et c'est là que les choses deviennent étranges. La structure grammaticale est erronée. Les conjugaisons verbales ne suivent pas les règles sumériennes standards. C'est comme si celui qui a écrit cela traduisait à partir d'une langue entièrement différente. Une langue qui n'avait pas d'équivalent pour certains concepts. La composition de l'argile elle-même a immédiatement soulevé des questions. Les tablettes mésopotamiennes classiques du 3e millénaire avant notre ère utilisaient de l'argile locale, provenant du lit des rivières, mélangée à un liant organique, généralement de la paille hachée ou des excréments d'animaux. Cette tablette ne contient ni l'un ni l'autre. Une analyse spectrographique a révélé des oligos, éléments qui ne correspondent à aucun gisement d'argile connu dans le sud de l'Irak. La correspondance géologique la plus proche provenait d'échantillons prélevés dans l'est de la Turquie, près du lac de Van, à plus de 600 miles au nord de l'endroit où la tablette a été découverte. Mais la densité ne correspond pas. Les tablettes d'argile cuites de la Mésopotamie antique présentent une plage de porosité spécifique. Celle-ci est 40% plus dense, comme si elle avait été cuite à des températures qui n'auraient pas dû être atteignables avec la technologie des fours de l'âge du bronze. La dureté de surface s'élève à 7 sur l'échelle de Mohs. Les tablettes cunéiformes classiques se situent entre 3 et 4. Pour mettre cela en perspective, cette tablette est presque aussi dure que le quartz. Quelqu'un voulait que ces informations survivent, pas pendant quelques décennies, mais pendant des millénaires. Les registres d'acquisition du British Museum datant de 1983 mentionnent cette tablette comme faisant partie d'un transfert en masse provenant d'une fouille d'urgence menée dans le gouvernorat d'Al-Qadisiyah. Le site de fouille était en cours de démolition pour laisser place à un projet d'irrigation. Les archéologues disposaient de 11 jours pour extraire tout ce qu'ils pouvaient avant l'arrivée des bulldozers. Ils ont récupéré 1847 objets sur le site. La plupart étaient des fragments de poterie et des seaux cylindriques, des objets typiques de la période d'Ubaïd. Mais la tablette K 3657 a été découverte à 9 mètres de profondeur, bien plus bas que tout le reste. Dans une couche de sédiments que la datation au carbone a daté de 10 800 avant notre ère, soit 4000 ans avant l'apparition supposée des Sumériens. Le responsable des fouilles, le docteur Rachid Al-Hakim, a noté dans son journal de terrain que la tablette avait été trouvée à l'intérieur d'un récipient en pierre, ni en argile, ni en bois. En granit sculpté, le récipient était scellé au bitume et enveloppé dans un tissu qui s'est désintégré au contact de l'air. Le docteur Al-Hakim est décédé dans un accident de voiture en 1991. Ses carnets de terrain ont été perdus lors du pillage du musée de l'Irak en 2003. Si nous en savons quoi que ce soit, c'est uniquement parce qu'il avait envoyé des photocopies de ses notes à un collègue en Allemagne. Ces copies sont restées dans les archives d'une université pendant 30 ans, jusqu'à ce que l'équipe du docteur Vasquez commence à retracer la provenance de la tablette. Les chercheurs qui ont finalement réussi à la déchiffrer, un groupe dirigé par le docteur Elena Vasquez à l'université de Heidelberg, ont passé 4 ans à recouper des données astronomiques, des repères géographiques et des schémas linguistiques. Ils ne cherchaient pas de mythologie, ils cherchaient quelque chose qui puisse être vérifié, et ils l'ont trouvé. La tablette commence par une date. Pas une date symbolique, une configuration astronomique réelle, la position de Vénus par rapport aux Pléiades, l'angle de l'équinoxe de printemps, la phase de la Lune. Lorsque l'on saisit ces chiffres dans un logiciel de mécanique céleste, on obtient une période précise, le 10 mars 391 avant notre ère, à 74 ans près. C'était il y a 12 400 ans. Et la tablette ne décrit pas cet événement comme le commencement du monde, mais comme la fin de quelque chose d'autre. Les premières lignes se traduisent approximativement ainsi. Au cours du cycle qui a précédé la montée des eaux, lorsque les routes célestes étaient encore grandes ouvertes, les Anunnaki marchaient parmi les cités de pierre de la première terre. Ils ne créaient pas. Ils façonnaient ce qui était déjà formé.
Il ne régnait pas. Il guidait ce qui était déjà en mouvement. Le mot Anuna apparaît 14 fois dans le texte qui nous est parvenu. Il ne s'agit pas du même mot que Anunnaki, bien que la racine soit similaire. Le suffixe est différent. En sumérien plus récent, Anunnaki signifie « ceux qui sont venus du ciel sur la terre ». Mais Anuna, dans ce dialecte plus ancien, se traduit plutôt par « ceux qui étaient là lorsque l'ordre des choses a commencé ». L'implication est cruciale. Ils ne sont pas arrivés. Ils étaient déjà présents. La deuxième section décrit une série de caractéristiques géographiques qui ne devraient pas exister, du moins, pas selon l'archéologie conventionnelle. Il fait référence à une chaîne de montagnes, au centre de la Grande Eau, là où les deux mers se rencontrent. Il n'existe aujourd'hui aucune chaîne de montagnes au centre d'un océan. Mais si l'on superpose les descriptions du texte à une carte du niveau des mers d'il y a 12 000 ans, pendant la période du Drias récent, quelque chose correspond. La dorsale médio-atlantique. Une immense chaîne de montagnes sous-marines qui s'étend au centre de l'océan Atlantique. Il y a 12 000 ans, le niveau des mers était inférieur de 400 pieds. Certaines parties de cette dorsale auraient été à découvert, et le texte décrit des structures construites sur ces sommets, des tours faites de pierres noires qui ne se brisent pas, des observatoires qui suivaient le mouvement des étoiles au cours d'un cycle de 26 000 ans. Ce n'est pas de la mythologie, c'est très précis. C'est dans la troisième section que la traduction devient troublante. Elle explique pourquoi les Anunna étaient ici. Non pas pour extraire de l'or, comme le suggèrent les mythes sumériens ultérieurs. Non pas pour créer des travailleurs. Le texte est clair. Ils entretenaient quelque chose. Un système. Le mot utilisé est « kilib », qui n'a pas de traduction directe, mais dont l'équivalent le plus proche en acadien postérieur est « mécanisme d'équilibre ». Quelque chose qui nécessitait un ajustement constant. Le texte indique que le kilib comportait 3 éléments. La position orbitale de la planète, l'alignement magnétique du noyau et la densité de population des formes de vie vivant à la surface. Lorsque ces 3 éléments étaient en équilibre, le système était stable. Lorsqu'ils s'écartaient, des corrections s'imposaient. Et voici la phrase qui change tout. Lorsque le nombre des nombreux dépassait le seuil prévu, les eaux étaient libérées et l'agencement était réinitialisé. Kata. L'équipe du Dr Vasquez a recoupé cette phrase avec des données géologiques. L'hypothèse de l'impact du Drias récent. L'inondation soudaine à la fin de la dernière période glaciaire. L'extinction de la mégafaune. L'effondrement des populations humaines préhistoriques. Tout cela s'est produit sur une période de 200 ans, précisément à la date indiquée par la tablette. La 4e section décrit les conséquences. Après la réinitialisation, les Anunna se retirèrent vers les hauteurs et fermèrent les chemins du ciel. Le nouveau cycle commença avec moins de voies et des chemins plus clairs. La deuxième semence fut plantée dans les vallées fluviales où l'eau coule lentement. Les vallées fluviales, la Mésopotamie, le Nil, l'Indus, le fleuve jaune, tous ces lieux où la civilisation est apparue soudainement, sans précurseur évolutif clair, des systèmes d'écriture déjà aboutis, une astronomie avancée, des mathématiques complexes, comme si quelqu'un avait appuyé sur « avance rapide » pour le développement humain juste après une remise à zéro catastrophique. Et avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter un instant, car ce que je m'apprête à vous dire devient nettement plus sombre. Et j'ai réalisé il y a quelque temps qu'une partie de ces éléments ne pouvait pas être entièrement expliquée dans un format vidéo. Le décodage complet des 12 sections, les coordonnées de la tablette, les passages traduits, la date astronomique qu'ils ont précisée au degré près, j'ai tout rassemblé dans un document écrit. Vous trouverez le lien ci-dessous et le code QR s'affiche sur votre écran. Continuons maintenant. La 5e section décrit l'apparence des Anunna. Et c'est là que le texte s'écarte complètement des descriptions sumériennes ultérieures. Pas d'ailes, pas d'auréoles, pas de rayonnement divin. Le texte les décrit comme de formes similaires à celles des marcheurs, mais plus grands, avec des visages qui ne changent pas et des yeux qui voient par motif. Des visages qui ne changent pas. Le mot sumérien est Ugu Nubal, ce qui signifie littéralement « la tête ne se détourne pas », comme si leurs expressions étaient figées. Ou peut être comme s'ils ne ressentaient pas les émotions de la même manière que les humains. L'expression concernant les yeux qui voient sous forme de motif est encore plus étrange. Le mot désignant le motif, jiskim, signifie également signe ou présage, comme s'ils percevaient la réalité différemment, non pas comme un écoulement du temps, mais comme des configurations de sens. Le texte fournit des mesures précises. Les Anunna mesuraient 2 têtes de plus que le plus grand des marcheurs. Si la taille moyenne d'un humain en 10 000 avant notre ère était d'environ 5 pieds 5 pouces, cela donnerait aux Anunna
une taille d'environ 7 pieds. La tablette ne décrit pas cela comme inhabituel. Elle le décrit comme la norme, comme si les variations de taille parmi les Anunnaki étaient minimes. La 6e section contient des détails physiques qui n'apparaissent nulle part ailleurs dans la littérature sumérienne. Elle décrit les Anunnaki comme ayant des mains à 6 doigts au lieu de 5. Ce détail apparaît à 3 reprises distinctes dans le texte qui nous est parvenu, ce qui suggère qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de copiste, il s'agissait d'une mise en avant délibérée. Des mains à 6 doigts apparaissent dans d'autres contextes préhistoriques. Le Chaco Canyon, au Nouveau-Mexique, présente des pétroglyphes représentant clairement des empreintes de mains à 6 doigts. La Cueva de las Manos, en Argentine, présente le même phénomène. Ces références s'étendent sur des continents et des cultures qui n'avaient aucun contact entre eux. Et pourtant, le détail est identique. La tablette décrit également certains aspects de leur peau. L'expression sumérienne est kush, sig, qui se traduit par peau jaune, mais ne désigne pas la couleur jaune. Le mot sig signifie dans ce contexte réfléchissant la lumière, ou brillant, comme si leur peau possédait une certaine luminosité. Non pas une lueur, mais un effet réfléchissant, à l'instar du métal poli ou de certains types de pierres exposés à la lumière directe. La 7e section décrit la façon dont les Anunnaki se déplaçaient. Le texte indique qu'ils ne marchaient pas en posant d'abord le talon, comme le font les marcheurs. Au contraire, ils se déplaçaient, comme l'eau qui coule, sans interruption entre les pas. Il pourrait s'agir d'un langage poétique, ou bien cela pourrait décrire une différence littérale dans la mécanique de la démarche. Les humains marchent en suivant un schéma distinct, talon-pointe. La tablette suggère que les Anunnaki se déplaçaient différemment, plus en douceur, plus efficacement, comme si leur biomécanique fonctionnait selon des principes différents. La 8e section contient un détail qui a glacé le sang du docteur Vasquez lorsqu'elle l'a traduit pour la première fois. Le texte indique que les Anunnaki ne consommaient ni la chair des champs, ni le grain de la rivière. Ils ne mangeaient pas, du moins, pas comme le font les humains. La tablette décrit qu'ils se nourrissaient du souffle des pierres et de la lumière du soleil haut dans le ciel. Cela pourrait être métaphorique. Mais la structure linguistique ne laisse pas place à la métaphore. Le verbe utilisé est gu, qui signifie spécifiquement manger au sens physique, pas recevoir ni absorber, manger. Et les compléments de ce verbe sont les pierres et la lumière du soleil, pas la nourriture, pas l'eau, des matières et de l'énergie. La 9e section décrit un conflit parmi les Anunnaki. Un groupe estimait que le système devait se poursuivre tel qu'il avait été conçu. L'autre groupe estimait que le nouveau cycle, l'humanité post-réinitialisation, devait pouvoir se développer sans ingérence. La faction minoritaire choisit de rester et de s'intégrer au sein des populations humaines plutôt que de se retirer. La tablette énumère 7 noms, 7 Anunnaki qui se sont rangés du côté de la minorité, Enki, Ningishzida, Ninma. Ces noms apparaissent dans la mythologie sumérienne ultérieure, mais leurs rôles y sont complètement différents. Dans les mythes postérieurs, Enki est un dieu créateur qui transmet la connaissance à l'humanité contre la volonté des autres dieux. Dans cette tablette, Enki est simplement cité comme l'un des 7 qui ont choisi de marcher parmi les marcheurs plutôt que de se retirer vers les hauteurs. Mais voici ce qui rend cela significatif. Les rois sumériens ultérieurs revendiquaient une descendance directe de ces noms précis. La liste des rois de la période dynastique primitive fait remonter les lignées royales jusqu'à ceux qui sont descendus des cieux et désigne Enki comme un ancêtre, pas un dieu, un ancêtre, un être physique qui s'est croisé avec les humains et a fondé des dynasties régnantes. La 10e section décrit ce qui est arrivé à la faction majoritaire. Le texte indique qu'ils se sont retirés vers les stations préparées au-delà de l'air et ont fermé les chemins afin que les marcheurs ne puissent pas les suivre. L'expression « au-delà de l'air » est intéressante. Le terme sumérien est « anbar », qui signifie littéralement « hors du ciel » ou « au-delà de la limite du souffle ». Dans des textes ultérieurs, ce terme est utilisé pour décrire l'espace, le vide au-delà de l'atmosphère terrestre. Mais la tablette ne traite pas cela comme un concept métaphysique. C'est décrit comme un déplacement physique. Les Anunnaki ne sont pas morts. Ils sont partis, et ils ont fait en sorte que certains humains ne puissent pas les suivre. La 11e section contient un avertissement. La tablette indique que le système Kilib n'a jamais été démantelé. Il a été automatisé, programmé pour se déclencher en fonction de seuils spécifiques. Densité de population. Accélération technologique. Déstabilisation environnementale. Lorsque ces seuils sont atteints, le mécanisme s'active. Non pas par une intervention divine, mais par le biais de systèmes naturels qui ont été encodés dans la structure de la planète bien avant l'apparition de l'humanité.
Mais voici le détail qui a plongé les chercheurs dans un véritable labyrinthe de vérification pendant 6 mois. La tablette décrit l'emplacement physique du mécanisme de contrôle principal. Elle fait référence à la chambre profonde située sous la montagne de feu, sur l'île au centre de la mer du Monde. L'équipe du Dr Vasquez a recoupé ces informations avec les données géologiques actuelles. Le seul endroit qui réponde aux 3 critères est l'Islande. Plus précisément, la région autour du glacier Vatnajökull. Une montagne de feu, l'Islande se trouve sur la dorsale médio-atlantique, l'une des zones les plus actives sur le plan volcanique de la Terre. Une île au centre de la mer du Monde, l'Islande est située presque exactement à mi-chemin entre l'Amérique du Nord et l'Europe, au centre de l'Atlantique. Une chambre profonde en dessous, des relevés par radar à pénétration de sol réalisés en 2019 ont détecté un immense espace vide à 2-4 km sous le glacier, de forme parfaitement géométrique, d'environ 800 mètres de diamètre. Le gouvernement islandais a rejeté toutes les demandes de forage exploratoire dans cette zone. Officiellement, la zone est protégée en tant que réserve de recherche géologique. Officieusement, l'accès y est restreint depuis 2020, sans aucune explication fournie aux équipes scientifiques qui avaient initialement découvert l'anomalie. Ce qui rend cette affaire encore plus étrange, c'est la manière dont cette restriction a été mise en place. En mars 2020, 3 équipes de recherche issues d'institutions différentes ont soumis des propositions de forage indépendantes visant à explorer cette cavité. Les 3 ont été rejetées en moins de 48 heures, pas de report, pas de renvoi en commission. Rejetées immédiatement par des lettres identiques invoquant des préoccupations liées à la sensibilité environnementale. Or, aucun dossier ne fait état d'une sensibilité environnementale. Aucune étude d'impact. Aucune étude de référence qui justifierait un tel niveau de protection. La zone est une partie reculée du glacier sans importance écologique connue. Aucune espèce rare. Aucun site historique. Rien qui justifierait le rejet immédiat de plusieurs propositions scientifiques évaluées par des pairs. L'équipe du Dr Vasquez a tenté d'obtenir des réponses par les voies officielles. Elle a contacté le ministère islandais de l'Environnement. La réponse a pris la forme d'une lettre type indiquant que certains sites géologiques sont protégés en vertu de protocoles de sécurité nationale établis en coopération avec les partenaires de l'OTAN. La sécurité nationale. Pour un glacier. La description de la chambre figurant sur la tablette comporte un détail supplémentaire dont personne ne parle publiquement. Elle précise que le mécanisme à l'intérieur ne nécessite aucun entretien, aucun combustible, aucune intervention humaine pour le guider une fois le programme défini. Un système entièrement automatisé, autonome, fonctionnant selon des principes qui ne nécessitent ni alimentation externe, ni entretien. Si cela est exact, s'il existe bel et bien un mécanisme antique en état de marche à 2-4 km sous un glacier islandais, alors, chaque fois que nous détectons ces vibrations harmoniques, ce n'est pas la géologie que nous entendons. Nous entendons le système Kilib exécuter un cycle de diagnostic. Vérifier ses capteurs, vérifier ses déclencheurs. Compter à rebours jusqu'en décembre 2027. La 12e section décrit en détail les conditions de déclenchement. Et c'est cette partie qui a plongé l'équipe du Dr Vasquez dans 3 mois de paralysie face à la vérification. Car les chiffres décrits sur la tablette correspondent aux tendances que nous observons actuellement. Le premier déclencheur. Lorsque le nombre d'intelligences de surface dépasse 12 fois la capacité de renouvellement de la Terre, en termes modernes, lorsque la croissance démographique humaine dépasse la capacité de la planète à régénérer ses ressources, nous avons franchi ce seuil en 1987. Le deuxième déclencheur. Lorsque la connaissance de la fission de la pierre se répand dans plus de 5 nations, l'expression sumérienne est Na'ub, ce qui signifie briser la pierre ou fendre la pierre, la fission nucléaire. 5 nations avaient développé des armes nucléaires dès 1964. Nous en sommes actuellement à 9. Le troisième déclencheur. Lorsque l'air au-dessus du sol s'épaissit du souffle du feu. Les niveaux de carbone dans l'atmosphère. La tablette précise un seuil de densité qui correspond à environ 420 parties par million. Nous l'avons atteint en 2021. Avant de passer au 4e déclencheur, arrêtez-vous un instant. Ce que vous venez d'entendre au sujet de la 12e section est la partie qui change tout. Mais cela n'a de sens que lorsque vous le voyez écrit à côté de la notation sumérienne originale. Le nombre d'habitants, les conditions de déclenchement, tout se trouve dans le document dont le lien figure ci-dessous. Prenez 5 secondes dès maintenant, consultez-le, puis revenez ici, car ce qui suit s'appuie directement sur ces informations. Le lien se trouve dans la description. Le code QR est affiché sur votre écran. Le 4e déclencheur est celui qui n'a pas encore d'équivalent moderne.
Le texte le décrit comme le moment où les nombreux commencent à façonner leur propre chair sans l'orientation du cycle respiratoire. La modification génétique. CRISPR. Édition de la lignée germinale. Nous en sommes aujourd'hui au seuil. Les premiers humains génétiquement modifiés sont nés en Chine en 2018. La technologie se répand. La 13e section décrit ce qui se passe lorsque les 4 déclencheurs s'alignent. Ce n'est pas un déluge cette fois-ci. Le système Kilib s'adapte. Le mécanisme change en fonction de ce qui sera le plus efficace pour la configuration actuelle. Le texte indique que la réinitialisation du 3e cycle se fera par le feu et la poussière. Pas un feu métaphorique. De véritables phénomènes de combustion et une saturation en particules de la haute atmosphère, des chaînes volcaniques s'activant les unes après les autres, des émanations de méthane provenant du dégel du pergélisol qui s'enflamme, des nuages de poussière bloquant le rayonnement solaire et provoquant l'effondrement des systèmes agricoles en l'espace d'une seule saison de culture. Et voici la phrase qui vous glace le sang. Le résultat escompté est une réduction à 1/10 de la population actuelle, concentrée dans les zones préparées où les nouvelles semences ont été stockées. 1/10 de la population actuelle. Des zones préparées, des banques de semences. Nous en avons, au Svalbard, la banque de semences du millénaire. Des archives génétiques souterraines en Norvège, en Sibérie, au Colorado. Officiellement, elles servent à préserver la biodiversité en cas d'effondrement agricole. Mais, et si quelqu'un savait que cela allait arriver? Et si ces banques n'étaient pas un plan B? Et si elles constituaient la suite prévue? La 14e section décrit le mécanisme de déclenchement. La tablette indique que le système Kilib ne s'active pas selon un calendrier fixe, mais lorsqu'un alignement céleste spécifique se produit après que les 4 déclencheurs ont été activés. L'alignement décrit implique Jupiter, Saturne et Mars dans une conjonction qui se produit une fois tous les 794 ans. L'équipe du Dr Vasquez a effectué les calculs de mécanique céleste. Le prochain alignement, correspondant à la description de la tablette, aura lieu en décembre 2027, dans 3 ans. Mais le mécanisme de synchronisation comporte un élément secondaire qui rend la prédiction plus précise. La tablette précise que l'alignement doit se produire lorsque le Soleil entre dans la maison du porteur d'eau pendant la lune nouvelle. Il s'agit là d'un langage astrologique, mais qui correspond à un véritable événement astronomique. Le solstice d'hiver se produisant dans la constellation du Verseau pendant une phase de lune nouvelle. En effectuant le calcul complet avec tous les paramètres, on obtient une date précise, le 20 et 1 décembre 2027, jour du solstice d'hiver. Et cet alignement n'est pas approximatif. À 11h34 UTC, ce jour-là, Jupiter, Saturne et Mars formeront un triangle parfait de 120 degrés dans le ciel, vu depuis l'hémisphère nord. Il s'agit exactement de la même configuration que celle décrite sur la tablette, au degré d'arc près. Un tel niveau de précision astronomique ne devrait pas être possible dans un texte prétendument rédigé il y a 12 000 ans. Les Sumériens n'avaient pas de télescope. Ils ne pouvaient pas calculer les positions planétaires plusieurs siècles à l'avance avec une précision de l'ordre de quelques minutes, à moins que ce ne soit pas eux qui aient effectué ces calculs. La 15e section, dernier fragment du texte qui nous soit parvenu, contient ce que le Dr Vasquez appelle la clause d'intervention. Elle décrit une méthode permettant de perturber la séquence de déclenchement automatisée. Pas de manière permanente. Le texte indique clairement que le système Kilib ne peut être ni détruit ni entièrement désactivé, mais il peut être retardé. Le texte mentionne une contrefréquence générée par une masse critique de conscience humaine, concentrée sur une intention unifiée. La tablette fournit un chiffre. La notation sumérienne se traduit par une partie sur 12 du nombre total, 1/12 de la population mondiale. Actuellement, cela représenterait environ 690 millions de personnes, toutes concentrées sur la même intention, toutes générant le même schéma de fréquence au même moment. La tablette décrit cela comme la création de une onde qui traverse la pierre, l'eau et l'air, atteignant la chambre profonde et provoquant la mise en veille du mécanisme pour un tour supplémentaire. Un tour de plus. Dans la terminologie astronomique sumérienne, un tour fait référence à un cycle de précession, 25 920 ans. Si l'intervention fonctionne, la réinitialisation est reportée d'un cycle de précession complet supplémentaire. Assez longtemps pour que l'humanité puisse soit transcender les limites qui rendent la réinitialisation nécessaire, soit trouver une solution entièrement différente. La dernière ligne lisible de la tablette dit « Si le plus grand nombre choisit de chanter ensemble l'ancien motif, les routes du ciel pourraient s'ouvrir à nouveau sans le feu. » La traduction du Dr Vasquez a été publiée dans le FOI Journal of Cuneiform Studies, FOI en août de cette année.
Elle a fait l'objet d'une évaluation par les pairs menée par 6 linguistes indépendants. Les données astronomiques ont été vérifiées par 2 équipes distinctes d'astrophysiciens. Les corrélations géologiques ont été confirmées par des paléoclimatologues du MIT. Et tout cela a été ignoré par le monde universitaire traditionnel en l'espace de 2 semaines. Écarté comme étant spéculatif. Surinterprété. Une coïncidence dans la correspondance des motifs. Mais il s'est passé autre chose qui n'a pas été rapporté dans les revues universitaires. À partir de septembre, 3 stations distinctes de surveillance des profondeurs terrestres ont détecté une activité sismique inhabituelle dans la région située sous le glacier Vatnajökull en Islande. Pas des tremblements de terre, des vibrations harmoniques, se répétant selon un schéma cyclique toutes les 19-7 heures. Les géophysiciens n'ont aucune explication pour ce schéma. Il ne correspond à aucun processus géologique connu. Il est trop régulier, trop précis, et il a commencé exactement 47 jours après la publication de la traduction du docteur Vasquez. Il y a ensuite l'anomalie électromagnétique détectée par le NORAD début octobre. Une rafale d'ondes radio à basse fréquence provenant du même endroit, sous le glacier islandais. Le signal a duré 11 minutes. Pendant ces 11 minutes, les systèmes GPS de toute l'Europe du Nord ont connu des erreurs de positionnement pouvant atteindre 200 mètres. Le trafic aérien civil a été cloué au sol. L'explication officielle était une interférence due à une éruption solaire. Mais il n'y a pas eu d'éruption solaire ce jour-là. Le Soleil était dans une phase calme. Et la fréquence du signal détectée par les stations de surveillance était identique à une fréquence décrite dans la 15e section de la tablette. Le texte l'appelle « La voix de la pierre endormie ». La tablette est authentique. La traduction est publique. Les données sont vérifiables. Et en décembre 2027, nous saurons si tout cela a une quelconque importance.